Iemotep. Ankouja Seneb. Toi, Wencha. Wencha. Bienvenue au Roi et Talpou de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes avec Baba Kinkela Wamazulu et nous allons commencer avec le Roi et Talpou de ce jour. Effectivement, aujourd'hui, nous allons nous lancer en profondeur dans certains thèmes que nous avons affrontés dans les Raoult et Tepou de la semaine passée, qui étaient Raoult et Tepou Flèche. Et des questions s'en sont suivies et aujourd'hui, nous essayons de répondre à ces questions. Et le point crucial sur lequel nous avons eu les retours, c'est l'élément sur la famine. Okay? La famine qui est en train de se présenter, qui est en train de devenir à pas lever. Ce qui est ici nécessaire, il faut savoir que cette famine n'est pas une information nouvelle. On en parle. Et si je donnais l'exemple en disant que j'en ai parlé, il y a de cela plusieurs années déjà, et cela signifie que cette information circule et les préparatifs d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire de ceux qui soutiennent et pour lesquels cette famille représente une opportunité, tout comme ceux qui trouvent en cette famille un danger et donc ont commencé à se préparer pour survivre à cette famine, ont commencé depuis très longtemps. J'aimerais ici vous signaler, par exemple, quand vous allez aux États-Unis, il y a plusieurs communautés qui ont commencé à faire des réserves alimentaires il y a des années. Il y a une époque où tout ce qui passait sur YouTube, on faisait voir comment les gens construisaient les réserves alimentaires. Donc ce n'est pas une information nouvelle. Et de par tout le monde, nous avons vu les riches se construire des refuges sous terre, des refuges dans les montagnes et les remplir de denrées alimentaires ou de créer même des espaces à l'intérieur des montagnes où on peut cultiver de la nourriture. Nous avons vu les Mormons, par exemple, comme les témoins de Jéhovah, qui aux États-Unis ont créé des masses, des grandes réserves alimentaires, parce que la famine que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est pas une nouveauté, elle était prévue. Ça, nous parlons dans des grandes communautés et dans des communautés reconstituées, des petites communautés. Et nous avons aussi plusieurs groupes qui se sont constitués et ont commencé à faire des réserves alimentaires. La crise du pétrole était prévue, ça a été calculé. Et la crise, parce qu'après la crise du pétrole, nous avons la crise énergétique. Okay? Et nous avons déjà commencé à avoir des blackouts, c'est-à-dire des ajustements, des coupures d'électricité en Asie, et c'est programmé déjà en Europe. On est en train, quand on va par l'Europe, quand on va en France, nous sommes en train de vivre des situations où, par exemple, certaines denrées alimentaires ne sont plus disponibles. Pendant un temps assez long, en France, c'était devenu difficile de trouver de la farine et de l'huile de tournesol. Et ça, c'est le cas de la France. Mais dans le cas général dans le monde entier, les prix des denrées alimentaires ont augmenté à l'exponentielle. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté à l'exponentielle. Aujourd'hui, la nourriture consommée par n'importe quelle famille dans le monde prend les ressources utilisées pour se nourrir pendant un mois. Alors, nous avons peut-être quelques questions déjà. Oui, alors aujourd'hui le thème c'était, et la question que les personnes ont posée, je pense, c'était autour de la famine décédée pour l'Afrique. Donc on a l'impression que, justement, comme tu expliques, il y a eu un plan, il y a eu un déplacement qui a commencé, qui est visible depuis déjà, on peut dire 2020, 2019, ça devient de plus en plus visible. Mais mais on voit toujours comment cette famine touche encore l'Europe en ce moment. Mais la grande famine en Afrique, on n'en parle pas encore. Encore, comme je l'ai en train de dire, on n'est pas en train d'en parler parce que quand nous regardons les médias africains, okay, les informations africaines, qu'est-ce que l'on trouve? Généralement, on trouve de la distraction. On trouve de la distraction. Les jeunes sont plutôt orientés vers la musique et vers des discussions politiques stériles. Et tout cela est fait pendant que, même par exemple, là où se trouve Kokolobola à Kinshasa, les prix des denrées alimentaires ont commencé à augmenter, la crise
s'empire. Mais chaque fois que la crise se présente, on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qui va arriver demain? Comment elle va évoluer demain? C'est ça qui se trouve le plus grand problème. Alors, cette crise, pourquoi elle se concentre tellement en Afrique? D'un côté du point de vue, d'un premier point de vue, nous n'avons pas d'études qui étudient notre situation. Deux, cela est lié pourquoi l'Afrique en souffre autant. Planification, conspiracy, complot contre l'Afrique, oui et non. Ok? Et oui, parce que cela a été prévu. Nous avons vu quand ils sont venus avec les pandémies, on a toujours visé l'Afrique allant en souffrir. Et jusque-là, les dégâts n'ont pas été encore énormes, mais les dégâts sont quand même là. Et de l'autre côté, il y a une aptitude structurelle du monde africain à s'organiser et à avoir des priorités, par exemple l'autosuffisance. La crise alimentaire est en train de créer un grand problème parce que nous sommes en train de parler de la guerre du bleu. Okay? Nous avons maintenant la guerre en Ukraine. Okay? Après la guerre de l'Ukraine, nous avons un deuxième conflit qui est en train de se constituer, de souffrir entre les États-Unis et la Chine. Okay? Et il y a un troisième front qui est celui de la guerre du blé. Maintenant, la guerre du blé est très important parce que c'est ce qui est en train de manipuler la famine. Et dans cette guerre, qu'est-ce que l'on découvre? On découvre que l'Afrique exporte, importe entre les 80% du blé produit par l'Inde. Ce qui est un chiffre incroyable. Comment pouvons-nous, dans toute l'Afrique, absorber les 80% de blé produit par l'Inde? La crise du pétrole augmente les prix. Les producteurs de blé indien trouvent beaucoup plus profitable à vendre leur blé à l'étranger parce que ça coûte beaucoup plus cher. Les gouvernements indiens, voyant les dangers, imposent, disons, une obligation ou un refus d'exportation, une interdiction d'exportation du blé. Mais les contrats qui ont été déjà signés doivent être honorés. C'est-à-dire, l'Afrique va continuer à recevoir les blés achetés par contrat par l'Inde jusqu'à la fin du contrat. À la fin de ces contrats-là, il n'y aura plus de blé venant de l'Inde pour l'Afrique. Et c'est à ce moment-là que la famine va frapper. La même chose, l'Afrique est encore un des plus grands importateurs d'huile de palme de la Malaisie. D'huile de palme de la Malaisie. Encore pour la Malaisie, la même histoire s'est présentée comme pour l'Inde. Okay? La crise du pétrole avec la guerre de l'Ukraine fait que les prix augmentent. Les producteurs d'huile de palme malaisiens préfèrent donc vendre à l'étranger. Les gouvernements voient les dangers qui viennent, imposent une interdiction et conservent la production locale. Les contrats déjà établis doivent être honorés. À la fin de ces contrats, il n'y aura plus d'autres contrats. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est des éléments. Il faut savoir que ce qui va causer la famine en Afrique sont les éléments, principalement sont le bleu et l'huile de palme. Parce que l'Afrique est dépendant, les grands continents noirs est dépendant pour sa consommation de bleu et d'huile de palme des productions venant de l'étranger. Les gouvernements africains ne sont pas à mesure comme celles indiennes ou celles comme malaisiens de pouvoir mettre une interdiction d'exportation pour conserver les denrées alimentaires en prévision d'une famine que tous les experts sur le plan international sont en train d'affirmer, de confirmer, et tous les experts économiques, sociaux sur le plan international sont en train de crier chaque jour que cela va frapper l'Afrique de manière insensée. Les experts les crient chaque jour, et encore, l'oreille de l'homme noir est insensible à ce genre d'informations. Et insensible à l'information sur sa propre survie et son devenir. Voilà un des éléments très essentiels de cette crise. C'est vrai que nous devons comprendre que nous pouvons parler de théorie du complot ou des complots contre l'Africain. Mais si je dois utiliser ces termes-là, je suis dans l'obligation de dire que dans le complot contre l'autre, l'homme noir est même il fait partie de son propre complot.
Parce que quand on fait des choses contre toi à la lumière du jour et que tu ne fais rien et que tu laisses faire, c'est parce que tu es complot contre ta propre extermination. Le mal que tu es en train, le mal qui est fait pour, qui est programmé pour toi, tu es complice de cela. Tu es complice de cela. Parce que tu n'es pas en mesure de réagir. Tu n'es pas en mesure de réagir. Si nous mettons l'équation, les autres équations à côté, même si l'homme noir était tout seul, comment pourrait-il survivre dans la mesure où il ne prend pas soin de son devenir? C'est ça un des problèmes, comme il dit, comment nous allons pouvoir faire, qu'est-ce que nous allons faire? Le problème, c'est la mentalité africaine, la mentalité noire. La mentalité noire est bloquée sur les présents comme un animal colonial qui ne pense qu'à ce qu'il doit manger demain. Et c'est à son maître de penser à ce qui va être l'élu demain. C'est ça la caractéristique de la colonisation. L'élément colonisé, parce qu'il faut savoir pour qu'il y ait une colonisation, il faut une domination. Il faut toujours deux. On se bat toujours à deux. L'homme noir ne serait pas aujourd'hui un colonisé à ses jours s'il ne participait pas lui-même au jeu de la colonisation. Il doit participer au jeu de la colonisation pour qu'il y ait colonisation. Il doit y avoir un colonisé, un colonisateur. Et ces deux entités doivent pouvoir accepter les rôles qu'ils jouent. Parce que si un de deux refuse les rôles à jouer et il n'y a pas colonisation, la Chine a refusé la colonisation et il n'y a pas eu colonisation chinoise. Il y a eu tentative, mais ça a échoué. Pourquoi la colonisation chinoise a échoué? Parce que les Chinois ont refusé de jouer les rôles. Les Chinois ont refusé de rentrer dans les vestes d'un colonisé. Et il n'y a pas eu colonisation. Il n'y a pas eu domination. Il y a domination du moment où il y a deux acteurs qui s'accordent sur la position à occuper et les rôles à jouer, comme dans une pièce de théâtre. Comme dans une véritable pièce de théâtre. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous ne sommes pas des victimes. Le noir n'est pas une victime. L'Africain n'est pas une victime. Il participe au jeu. Et si la famine est en train de venir vers nous, si la famine va s'abattre dans le monde africain, c'est parce que l'Africain participe aussi à cela. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes les rôles de colonisé, ou qui s'est colonisé, c'est lui qui ne pense pas à son futur. Il ne pense pas aux conséquences des actions présentes pour les demain. Il n'a pas une capacité de concentration sur le futur. Et il laisse cela entre les mains de quelqu'un d'autre. Eh bien, on participe au jeu de la famille. Et donc, l'Africain est responsable à 100% de la famine qui est en train d'arriver. Les problèmes ne se trouvent pas sur les politiques. Les problèmes se trouvent sur les mentalités. Et la mentalité colonisatrice acceptée, et c'est lui responsable de cela. On est responsable de ça à 100%. Il n'y a pas à pointer les doigts vers les autres. Parce que dans le monde entier, nous avons toutes les communautés, même les petites communautés comme les églises, comme les mormones, ont commencé à planifier cela pendant des années. Dans ces années, comme je dirais dans la fourmi et la cigale, quand on nous fait, nous avons chanté, ne vous déplaise, et bien dansé maintenant. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, et donc ça me rapporte aux questions. Donc, je vais mettre deux questions en un que les gens ont posées. La première, c'était l'avenir de l'homme noir face à cette famine. Je pense que tu as plus ou moins vraiment touché dedans, mais c'est par rapport au fait qu'on, dans notre passé, on ne s'est pas préparé, et voilà qu'on est face à cette famine. Mais aussi, comment comprendre cette famine, et que devons-nous faire pour survivre aussi? Alors, la famine, dans tout système de vie, et je vais prendre l'exemple du climat africain, il y a la saison des pluies, la saison sèche. Durant la saison des pluies, il y a des inondations. Et quand la saison des pluies arrive, on se prépare aux inondations. On se retire des cours d'eau qui peuvent déborder, ou on se construit des maisons en altitude si on ne peut pas les faire. Dans d'autres régions, on se prépare à recueillir l'eau, à irriguer, à les conserver pour des raisons d'agriculture. Quand la saison sèche s'approche, on se prépare, on fait des réserves d'eau. Et on se prépare, par exemple, à affronter la fraîcheur. Qu'est-ce qui se passe si, à l'arrivée de la saison pluie, les gens n'ont rien fait? Ah bien, il y aura des inondations.
il pourrait y avoir des morts. Aussi, il y aurait des dégâts, parce qu'il n'y a pas eu de préparation aucune. Soit sur les plans politiques, sur les plans économiques, ou sur les plans individuels, familial ou clanique. Faites les choix. Arrive la saison sèche, s'il n'y a pas eu de préparation, eh bien, il y aura souffrance. La famine ne représente qu'une phase, une saison. Cette saison est marquée par la carence de certains éléments et la disponibilité d'autres. Et chaque système doit pouvoir savoir changer des côtés. Il doit se préparer, identifier quels sont les éléments qui lui permettent de survivre durant la phase qui est en train de venir et laisser en jachère, laisser à côté les éléments avec lesquels il survivait, les méthodes, les instruments, l'intelligence, les connaissances avec lesquelles il a survécu dans une phase différente. La famine est une phase. L'ampleur ou les drames de la famine est qu'il n'y a pas eu de préparation. Ceux qui ont été dans la phase de préparation vont survivre à la famine. Les États, les institutions, les groupes qui ont survécu, qui se sont préparés, eh bien c'est là, ils pourront survivre à cela. La famine peut être considérée comme un complot. Bien entendu, il y a raison de cela. Il y a toujours un groupe, une élite mondiale que nous appelons le culte, okay, qui essaie toujours de dominer le monde. Okay? Et pour dominer le monde, il faut contrôler les denrées alimentaires, il faut contrôler les ressources alimentaires, il faut contrôler les ressources énergétiques. Et spécialement, il faut faire mourir les gens de faim parce que c'est lui qui, ventre, oreille, comme on dit ventre vide n'a point d'oreille. C'est pas vrai. Ventre vide ne réfléchit pas. Ventre vide ne peut pas penser. Le ventre vide ne demande pas la liberté. Le ventre vide ne demande pas la parité des droits. Le ventre vide est intéressé à une seule chose, mettre quelque chose sous le dent. Donc, un ventre vide, c'est quelqu'un qui est manipulable. Ce n'est pas que ventre vide n'a point d'oreille. Non, ventre vide n'a point de cerveau. Et si on veut débarrasser les cerveaux mondiaux, eh bien, d'un peuple, eh bien, on les plonge dans la famine. C'est tout, c'est fondamental. Et donc, il y a cet élément-là, naturel, qui peut être utilisé à un avantage donné. Okay? La famine, en tant que soi, je pense qu'elle peut être définie et placée dans le cadre d'un phénomène naturel. Et maintenant, elle est utilisée à défaut des manipulations, des contrôles. Ça, c'est un élément d'étude que nous pouvons évaluer. Que pouvons-nous faire? De l'autre côté, eh bien, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas d'avenir écrit pour la race noire. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'avenir écrit pour le monde entier tel que nous la connaissons. Le monde tel que nous la connaissons ne va plus exister. Dans ce grand contexte des mondes que nous connaissons qui ne va plus exister, le monde noir, par contre, connaît une situation plus dramatique. Non seulement le monde tel que nous connaissons ne va pas exister, le monde noir tel que nous l'avons aujourd'hui n'existera pas. Ça, c'est quelque chose d'acquis et nous ne pouvons pas changer d'ici. Il est maintenant ici question de servir. Les groupes constitués, organisés et qui prennent en vision, en vie, l'autonomie, ce sont les seuls qui vont servir. Il n'y a pas à mâcher des mots dessus. Tous ceux qui ne se sont pas organisés en groupe, avec un territoire de propriété, et ils sont déjà en ce moment ici, en train de faire de la production agricole ou de planifier de la production agricole, non pour la commerce, mais des réserves. Les groupes qui sont en train de faire des réserves, les associations qui sont en train de faire des réserves sur les plans alimentaires et énergétiques sont les seuls qui vont servir. Tous les autres, il n'y aura pas de servir. Je voulais même ajouter quelque chose pour dire que, en fait, c'est vrai que, par exemple, en Afrique, on parle de petits villages, on parle de peuples, et ils vont se dire que non, moi je suis Congo, moi je suis Peul, moi je suis ça. Mais dans cet élément-là, c'est que oui, vous avez le village, mais vous n'avez pas de constitution, vous n'êtes pas construit comme un ensemble de personnes. C'est plus ou moins des personnes qui vivent dans le même endroit, mais ce n'est pas une personne qui travaille en forme comme une force, qui ont une personne qui est reconnue, et il y a un statut qui reconnaît cette personne aussi vis-à-vis de l'État. Donc c'est comme si l'État fait semblant de vous donner une position, parce que ça leur sert. Du moment que ça ne leur sert plus, ils ne vont plus vous donner la position. Mais aussi, avec ça, c'est vrai qu'on est passé de nourriture locale à aller vers une nourriture qui est de moins en moins locale. Donc on a une nourriture qui vient de l'extérieur, une nourriture qui vient d'un endroit qui n'est pas de nous, qui ne vient pas de notre terre, mais de la terre de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que s'il n'y a plus de communication, on ne peut rien faire.
Et donc, et moi je dis au fait, face à ça, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Eh bien, face à cela, comme je disais, la première fois, nous avons la question des mentalités, ok? Et en consommant local, et c'est depuis 10 ans que dans le monde entier, on est en train de parler de consommer local. C'est dans le monde entier. Depuis les États-Unis jusqu'aux Émirats où on a commencé à financer et à encourager ce qu'on appelle kilomètre zéro. Kilomètre zéro signifie que sur ta table doit se retrouver de la nourriture qui n'a pas voyagé même pas 1 kilomètre. Kilomètre zéro, ça signifie ce dont tu te nourris doit être tout. Du moment où il y avait les complots pour, comme on peut parler des complots pour la famille, il y a un autre mouvement qui s'était mis de côté. Encourager la production locale et l'amour pour ce qui est produit localement. Localement, vous voyez, on dit kilomètre zéro. Kilomètre zéro, ça signifie, même dans la même ville, ceux qui viennent de l'autre côté de la ville n'ont pas ça. Ça doit être produit localement. Ça signifie kilomètre zéro. Pas plus, ça doit être produit à moins de 100 mètres de là où tu es. Et quand vous allez en France, que vous allez en Belgique, que vous allez en Hollande, en passant par l'Italie, la Grèce, l'Espagne, en remontant vers les pays scandinaves, il s'est développé dans les dernières 10 à 15 ans une mentalité consolidée de la consommation kilomètre zéro. Cela a permis au développement des fermes et des unités de production et de transformation alimentaire des quartiers. Et tout le monde consomme ce qui est là. Vous voyez un déterrant contre la famine. Vous voyez, parce que chaque producteur sait qu'il est en train de produire pour des personnes bien définies. Alors, pendant que cette mentalité a été encouragée dans les derniers 15 ans en Europe, en Occident, dans le monde arabe, okay? Quand vous allez ici dans le supermarché, on vous dit la viande locale, la viande qui vient du Kenya, la viande qui vient de l'Australie. Quand vous regardez les pots, la viande qui vit locale est toujours vide. Parce que quand les gens viennent, ils regardent d'abord la viande locale, c'est ce qu'ils mangent. Ils achètent la viande venant du Kenya et de l'Australie seulement si là, il n'y en a pas. Ok? C'est cette mentalité qui a consolidé et qui permet la survie. De notre côté, nous avons un problème. C'est pourquoi j'ai parlé de mentalité. On vous présente un poulet africain, encore vivant. Et on propose un poulet mort il y a peut-être 7-10 ans. Vous ne pouvez pas déterminer. Il est passé de frigo en frigo. Toutes les personnes savent qu'un aliment congelé, décongelé, ne peut plus être récongelé parce qu'il s'abîme, il devient nuisant pour la santé. Mais nous acceptons en Afrique de manger des poulets qui sont partis, je ne sais pas de quel pays, ils ont été congelés, décongelés, congelés, décongelés au moins 15 fois avant de finir dans votre frigo. Mais nous allons préférer cela à un kilomètre, à un produit alimentaire kilomètre zéro. C'est-à-dire pour nous, pendant que l'Europe s'est forgée sur l'alimentation kilomètre zéro, nous sommes consolidés sur l'alimentation 100 km ou 1000 km. Il n'y a aucun être qui accepte aujourd'hui de manger un animal mort. Les animaux ne mangent pas des animaux morts dont ils ne connaissent pas la nature de la mort quand ils sont morts. C'est seulement l'Africain qui a aujourd'hui dans le monde, c'est seulement l'Africain. Partout dans toutes les autres communautés, ils vont acheter chez les bouchers. Ils savent l'animal, ils connaissent, il a été tué hier, aujourd'hui. Il n'y a que l'Africain aujourd'hui qui accepte de manger des aliments morts, poissons et viande, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et on ne sait pas combien de fois ils ont été congelés et décongelés parce qu'il n'existe même pas de normatives, de contrôles, des contrôles des denrées en entrée, des denrées alimentaires en entrée en Afrique pour certifier ces aliments ont été congelés et décongelés. Pourquoi? On n'a pas un paramètre d'acceptation des produits alimentaires venus de l'étranger pour dire notre standard. Et c'est tout, chaque pays dans le monde a ses propres standards. Les aliments qui sont consommés aux États-Unis ne sont pas les mêmes qui sont contrôlés en Angleterre, pas ceux qui sont consommés en arabe. Les arabes, le monde arabe, on a les produits comment on appelle halal. Les produits halal, c'est un paramètre. Quand ces paramètres de conservation, de production et de transformation ne sont pas respectés, ces aliments ne peuvent pas être consommés sur le territoire arabe. Et aucun arabe ne consomme un aliment non consomme. En Europe, il y a les ISO 9000, ISO 10000. Ce sont des paramètres d'acceptation en termes d'importation sur les plans, je pense seulement sur le plan alimentaire.
Il y a les produits kosher. Il y a les produits kosher. Nous n'avons aucune régulation existante sur la normative d'acceptation des produits alimentaires provenant. On mange n'importe quoi. C'est pourquoi nous sommes souvent retrouvés à nous faire nourrir par des aliments de porc ou des aliments de chat ou des biscuits pour chats venant de l'Hollande et d'autres pays occidentaux. Nous n'avons aucune normative. Il y a aussi le point qui est que même dans un pays, par exemple pour égorger une chèvre ou pour manger un animal, chacun tue comme il veut. Il n'y a pas une normative qui dit que voilà, dans notre pays, voilà comment on fait. Non, ça n'existe pas. Il n'y a aucune normative. Maintenant, mes très chers frères et sœurs, comment pouvons-nous penser être en compétition et résister sur un champ de compétition où les autres sont préparés à l'extrémité? Et nous sommes impréparés à l'extrémité, ça devient difficile. Nous avons accepté la mentalité du jeu colonial où nous jouons les colonisés, qui n'a aucune capacité d'autonomie, qui n'a aucune capacité de prévision de son propre futur, et tout cela est laissé entre les mains de quelqu'un d'autre. Maintenant que la famine arrive, c'est quelqu'un d'autre pense à lui, ne pense pas à toi. Et comment tu fais pour servir? Et voilà, on dit, Baba Kikel, on attend de toi des réponses. Non. Comment des réponses? C'est pas une question-réponse. C'est un changement d'attitude que nous devons opérer. Et c'est une attitude que nous n'avons pas. Et je vous dis, je vous assure et je vous le répète, il est trop tard pour l'avoir. Les futurs, les Africains, ou les Noirs, est aujourd'hui remise en repentail. Et la survie de cette race qui ne sera plus une race d'amants, n'est conditionnée, n'est déterminée que par des petits groupes autonomes qui rentrent dans la voie, comme je dis, de la conservation alimentaire, de la production alimentaire propre. Pas pour la vente, mais la conservation. Des techniques de la prise, des connaissances, de la recherche des connaissances, des conservations alimentaires, productions alimentaires, et pour conserver la nourriture pour eux-mêmes. En Afrique, il y a beaucoup de groupes qui produisent la nourriture, mais c'est seulement pour la vente. L'argent ne se conserve pas. On ne mange pas l'argent. Quand la crise bancaire va être acclenchée, tout le système bancaire va couler et tout votre argent en banque ne va signifier absolument rien. Partout dans le monde, on conserve les denrées alimentaires, on conserve ce qu'on peut conserver. L'argent n'est pas conservable. À moins que vous avez de l'or à conserver. À moins que vous avez de l'or à conserver. Et c'est ça le nœud de la question. Et je pense qu'ici, chacun de nous doit pouvoir se répondre lui-même. À la question, allons-nous survivre? C'est une question individuelle. Je suis désolé de vous dire, c'est pas allons-nous survivre. Toi, individuellement, toi comme tu l'as, vas-tu survivre? Si tu dis oui, demande-toi, mais pose-toi la question, comment tu vas le faire? Comment tu vas le faire? As-tu un champ? Quelle quantité de réserves alimentaires tu as? As-tu un grenier de manioc? Comment as-tu pensé conserver cela, transformer cela, protéger cela? Es-tu en mesure d'être capable de produire une quantité de nourriture chaque année en mesure de servir, de nourrir ta propre famille? Es-tu en mesure de la transformer, trouver des capacités d'échange pour pouvoir acquérir ce dont tu ne produis pas? Sinon, il n'y a rien à faire. Je vous assure. Il n'y a rien à faire là-dessus. La situation est tragique. Et au tragique, les informations suivent la même élan. Elles sont tragiques. En coup de fait. Toi, Wantia, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même pas finir à parler ou faire une présentation sans parler à l'éminente question, une question qu'on nous a posée. C'est la situation de la guerre en Ukraine et la famine. Oui. Et aussi, quelle lecture faire face à la race noire et le sort qui lui semble être réservé dans l'ère du Verseau? Alors, je veux commencer par la fin. L'ère du Verseau, tout le monde en parle. L'ère du Verseau, l'ère du Verseau. Attention. Dans le monde noir, on a ce syndrome du sauveur. Ok? Une fois c'est Jésus, après c'est Mahomet,
après c'est Bouddha, après c'est Fumokimbangu, après c'est les ancêtres, après maintenant c'est l'ère des Verseaux. L'ère des Verseaux devient un sauveur. C'est-à-dire l'ère des Verseaux, on les réveille les matins, selon la conception encaissée de la périphrase coloniale, on se réveille les matins, c'est l'ère des Verseaux. Nos maisons commencent à se construire tout seuls, notre économie commence à pousser tout seul, les choses changent autour de nous tout seuls, nos ennemis s'enfouissent tout seuls, ceux qui ne peuvent pas s'enfouir, ils meurent tout seuls, et nous nous réveillons les matins comme dans les jardins de Charlie Mank, c'est-à-dire dans un paradis. Ok? Où nous devons seulement jouer du matin au soir et manger. Ok? Où nous pouvons seulement danser, mettre la musique, danser, et puis nous avons tout. Non, l'ère du Verseau, ce n'est pas un sauveur. L'ère du Verseau, ce n'est pas un sauveur. L'ère du Verseau annonce les énergies de la transformation. L'ère du Verseau, c'est l'ère de ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans la profonde, c'est l'ère de l'énergie féminine. L'ère du Verseau indique l'énergie. Quand une femme donne naissance, okay, il y a les eaux, on dit la femme, comment, broke the water, je ne sais pas comment on dit ça en français. Quand une femme donne naissance, il y a les eaux qui sortent. Et ces eaux-là, c'est ça l'ère du Verseau. L'ère du Verseau signifie une naissance. Ok? Une naissance. Si elle est accompagnée. Ça signifie que pour qu'il y ait une naissance, il devait y avoir une grossesse. Ok, non? Il devait y avoir, pour avoir une naissance dans l'ère du Verseau, vous devez avoir une grossesse. Avant la grossesse, il devait y avoir une fécondation. Une fécondation porte à l'état de gestation que nous appelons la grossesse. Ok? Et une fois que la grossesse arrive à terme, ok? Il y a quoi? Il y a les os qui se cassent, il y a une naissance. Mais attention, si dans votre monde il n'y a pas eu de fécondation, il n'y a pas eu de grossesse, il n'y a pas d'âge de Verseau pour vous. Attention, il n'y a pas d'âge de Verseau pour vous. Nous sommes dans l'an 2022. C'est là pour tous? Non. L'an 2022, depuis la naissance de Jésus, qui est un modèle de calibration du temps du monde occidental. Le monde occidental se trouve en 2022 en raison de la naissance de Jésus et des évolutions scientifiques, culturelles qui se sont écoulées dans cet axe de temps-là. Les Arabes ne se trouvent pas en 2020, c'est un peu 2022. Les Arabes se trouvent en 1400 quelque chose. Ok, qui parle de toutes les avancées sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan industriel, sur le plan scientifique qu'ils ont réalisé. Les Chinois de même. Ok, les Chinois de même. Alors, l'ère du Verseau est calculée par rapport au calendrier grégorien. Ok, dans le calendrier grégorien, on rentre dans l'ère du Verseau. Qui disent que les Africains sont arrivés à l'âge du Verseau, c'est comme dire on est un esclave dans la maison du maître, la nourriture est servie dans la maison du maître, ils vont aller manger, mais ce n'est pas toi qui vas aller manger. Ou je me trompe. L'air a sonné pour la nourriture, mais c'est pour eux, pas pour toi. Mais on a sonné l'air du repas, mais c'est pour eux, pas pour toi. L'esclave ne dit pas, voilà, c'est l'heure du repas, je vais aller manger. Tu vas aller manger où? Tu vas aller manger où? Toi, tu ne manges pas. À la limite, tu arrêtes de travailler, mais tu ne manges pas. Quand nous disons l'ère du Verseau par rapport à quoi? Parce que quand nous prenons les calendriers, même que nous disons Kamit. Attends. C'est qui les derniers pharaons? Ok? Et si nous voulons... Parce que le calendrier kamitique est un calendrier qui est allé par pharaon. Ok? Chaque pharaon commençait un nouveau calendrier qui commençait de sa prise de son règne jusqu'à la mort de son règne. C'est comme ça que mesurait le calendrier égyptien ancien. Quand nous parlons du calendrier égyptien, à part le calendrier Kush-Kamit-Congo, qui part de l'époque du Marcus Garvey, qui rentre dans sa première année, 143 depuis la mort de Marcus Garvey, qui rend la première année du retour de la mère divine. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième année. Quand on parle du calendrier kémétique, 5000, c'est par rapport à quoi? En lien avec nous. Qu'est-ce qui nous relie? C'est quoi les points de départ? On ne doit pas dire des nombres juste pour les dire.
Chaque pharaon mettait le calendrier depuis sa montée en siège. Et quand il y avait pharaon, jusqu'à la fin. Et puis un autre pharaon commence. Okay? Quand nous disons notre calendrier, c'est quel point de référence que nous avons dans le monde kamétique? Juste un élément de réflexion, parce que ce n'est pas une critique. Deux, pourquoi je dis cela? Si nous rentrons dans le calendrier grec et kamétique aujourd'hui, on n'est pas dans l'ère des Verseaux. En fait, dans le calendrier Couche Kamit Congo, nous disons que nous sommes dans l'ère du retour de la divine mère, que nous n'appelons pas l'ère du Verseau. Donc, quand on nous associe à l'ère du Verseau occidental, moi, dans les mondes occidentaux, l'ère du Verseau signifie changement de pouvoir. En fait, il y a une influence décadente. On est en train de voir les mondes occidentaux se détruire. Okay? Et un nouveau monde est en train de venir qu'on appelle le monde occidental, une nouvelle terre. C'est une naissance. Une nouvelle terre. Ok? Mais dans notre monde, cette nouvelle terre, pourquoi cela nous inclut-il? Pourquoi devons-nous parler de l'ère diverse? Parce que nous avons été dominés par les Occidentaux. Parce que si nous avons été dominés par les Chinois, nous parlerons de l'ère, je ne sais pas dans quelle ère les Chinois se trouvent. Ou si nous avons été dominés entièrement par les Arabes, nous parlerons de l'ère. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Pourquoi devons-nous faire, nous disons Kamit, et puis nous retrouvons dans cette machination? C'est un sujet de réflexion. Pour répondre à la question, nous avons du travail à faire. Moi, je ne vois pas l'ère du Verseau. Il y a l'ère du Verseau qui est une planification complètement occidentale, selon l'ère marche civilisatrice. Nous n'avons pas de civilisation, nous n'avons pas d'ère. Ce que nous avons, c'est la famine. Ce que nous avons qui est en train d'arriver, c'est la famine. Donc, nous ne devons pas mélanger des choses qui n'ont pas de liens. Nous devons trouver des liens importants. Et nous devons réaliser dans cette recherche des liens, dans cette étude sur les liens, que nous ne sommes pas préparés aux situations qui nous affrontent. Nous sommes dans une situation d'émergence. Maximum. C'est comme si vous rêvez en pleine nuit dans votre maison, vous trouvez que votre maison a été inondée et que pratiquement l'eau arrive à 10 mètres à l'intérieur de la maison. Il vous reste à peine 30-40 cm d'espace avant que la maison se remplisse. Vous devez trouver des situations, des solutions rapides, avec extrême urgence. Mais la problématique, c'est l'ère du Verseau. Elle ne concerne pas la famine. La famine nous touche. Et l'Afrique est le premier à souffrir de manière considérable. Au terme des contrats de refournissement déjà prises avec l'Inde, avec la Malaisie, l'Indonésie, en fait, de tous les pays, les contrats en existence encore, avec tous les pays qui refournissent les mondes africains des denrées alimentaires, sont les derniers contrats. Quand ces contrats vont tomber, la famine va toucher bas. Elle va arriver en Europe. En termes d'augmentation des prix. Les gens les plus pauvres ne pourront pas survivre. Ça va devenir difficile. Les riches vont continuer à survivre dans leur coin. Difficilement, mais ils vont survivre. Mais la question de l'élévation des prix en Afrique n'est pas une question africaine. L'Afrique, c'est... Pendant que la famine en Afrique, en Europe, concerne les prix, en Afrique, c'est disons, la scarcité, sinon la nullité des ressources alimentaires de manière complète. Disait quelqu'un à bon entendeur, salut. Et moi je dis toujours, un homme averti en vaut trois. Ankh Oudja Sénène.